Bonsoir, mesdames et messieurs. Des gens qui entrent, non? Voilà. J'ai vu des gestes dans la salle. Bienvenue pour cette première séance, enfin cette séance qui est très attendue en fait, parce que le pauvre Marcel Chupart, cinéaste et aussi écrivain, enfin on va en parler dans quelques instants, a souffert les affres du Covid, non pas médicalement, mais en raison des annulations diverses et variées qu'il a dû subir. Je ne sais pas combien de fois on a dû annuler ce vernissage depuis que le bouquin est sorti, mais enfin voilà, on y est finalement, et nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir pour ce vernissage de cet ouvrage que vous avez trouvé à l'entrée. Et je me permettrai juste de faire un petit rappel pour ceux qui souhaiteraient, qui ont hésité et qui souhaiteraient encore l'acquérir à la sortie. Donc, pour des raisons de circulation officielle, la sortie se passe par là. Obligatoirement, vous sortez par là. Vous remontez et dans le hall d'entrée où se trouvaient déjà l'éditeur, Monsieur Campiche et Marcel Chupart, eh bien, ils seront toujours là à la sortie, à la fin de la projection. Mais permettez-moi tout de suite de l'accueillir. Enfin bon, il est là, vous l'avez vu. Marcel Chupart, bienvenue, enfin. Voilà, je te laisse le micro. Bonsoir. Bienvenue. Oui, c'est vrai que le livre est sorti au mois de mars de l'année dernière, donc juste au moment où les librairies fermaient. Donc on devait faire quelque chose à la Cinémathèque, c'était repoussé 2 fois, 3 fois, je crois. Et nous voilà aujourd'hui, très heureux de vous voir. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve à la fin de la projection pour converser ensemble avec Marcel Chupart. Mais peut-être quelques mots moins sur le livre, ou en lien avec le livre, du choix. Au fond, on se disait quels sont les films qu'on allait passer. Et finalement, ce choix de présenter ce court-métrage, Murmure, qui remonte à très loin, et de l'autre côté, évidemment, B comme Béjart. Oui. D'abord, une première chose, c'est que toute ma vie, j'ai pensé que je faisais des films, et puis à la fin, quand j'ai arrêté de faire des films, je me suis dit, mais c'est les films qui m'ont fait plutôt. Et c'est un petit peu l'idée du livre, en fait, de raconter un certain nombre d'histoires, des histoires de cinéma que j'ai vécues, mais qui finalement ont changé petit à petit ma vie. Et c'est cette trajectoire qu'on peut voir à travers le film. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire avec le bouquin. Et je me suis rendu compte finalement que, oui, j'ai évolué avec les films que j'ai faits petit à petit. Et c'est toutes les rencontres que j'ai faites en faisant des films qui m'ont finalement changé et qui ont fait que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, que je n'étais pas du tout il y a 50 ans en tout cas. J'aurais pas pu vous parler comme ça avec un micro dans la main, ça c'est sûr. Autrement, les films, ces 2 films de ce soir, je les ai choisis parce que ce sont 2 films qui ont marqué une étape importante pour moi en fait. Le premier que vous allez voir, c'est un film en noir et blanc. C'est le premier film, disons, achevé, que je peux dire que c'est mon premier film. Et dans le fond, c'était une époque bénie où en fait, il n'y avait pas d'école de cinéma en Suisse. Et voilà, pour faire des films, il fallait juste avoir envie, besoin. Et ce film correspondait à cette envie, à ce besoin. Et je l'ai fait de manière totalement solitaire, quand j'étais tout seul avec ma petite caméra. Et c'est mon grand-père qui m'avait demandé de faire son portrait parce qu'il savait que je faisais des films. Avant, j'avais fait des petits films en 8 mm. Et il me dit mais tu veux pas faire mon portrait? Puis j'ai dit bon, d'accord. Et puis en négociant, j'ai réussi à faire qu'il me paye aussi les bobines de films. Et donc, résultat du film que vous allez voir là, c'est un film fait comme ça, totalement, je dirais pas amateur, mais presque. Et curieusement, ce premier film a eu finalement beaucoup de succès à l'époque, puisque j'ai pu le vendre à une télévision allemande, à la télévision suisse. Et c'est probablement dans ma vie le film qui a rapporté le plus par rapport à son budget de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est un élément fondamental de démarrage de mon envie de faire des films. Et comme ce film a fonctionné, je me suis dit je vais en faire d'autres. Et voilà, après. Voilà. Et puis,
curieusement, une fois, je montrais le film B comme Béjart, je crois que c'était à Neuchâtel, et un critique de cinéma et aussi producteur qui s'appelle Freddy Landry, que certains d'entre vous connaissent, je pense. À la sortie du film, il me dit « Ah, mais c'est drôle, Béjart, mais il a quel âge quand tu le filmes ?» Et il me fait remarquer, en fait, que Béjart avait exactement le même âge que mon grand-père quand je l'ai filmé dans Murmure. Donc 75 ans. Alors bon, je me suis dit, tiens, c'est une coïncidence, mais toute ma vie à faire des films, je me suis rendu compte que les coïncidences ne sont pas vraiment des coïncidences. Souvent, c'est des messages à savoir capter. Enfin, dans mon bouquin, j'essaye de montrer aussi ce genre de choses qui paraissent être des hasards et qui sont plutôt, si on les écoute bien, qui nous permettent peut-être d'avancer. Alors donc, ce film, Béjart, est aussi un tournant dans ma vie et dans ma carrière de cinéaste parce que, en fait, je venais de faire des fictions. Moi, j'ai fait beaucoup de fictions, enfin beaucoup. J'ai fait quelques fictions et c'était ce que je cherchais à faire des longs métrages de fiction. J'avais fait un film qui s'appelait Les Agneaux avec Richard Berry, dont on parle beaucoup ces temps. Oui, je jouais justement un papa très méchant. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui parce que, d'une part, c'est une coproduction française. C'était une star, entre guillemets, petite star, mais une star quand même. Et puis, j'ai beaucoup souffert sur ce film de mes conflits avec lui, quoi. Et j'hésitais, est-ce que je vais continuer à faire de la fiction ou pas? Bon, j'avais un sujet que je développais, j'avais un scénario, et je venais d'obtenir, à la deuxième fois, l'argent de la Confédération pour faire le film. Ça s'appelait Deuxième Vie. Et bon, je reçois ça, j'avais un producteur, et tout à coup, je reçois un téléphone de Jean-Louis Porchet de Cap Production qui me dit « Béjart, commence les répétitions d'un nouveau spectacle, tu veux pas faire un film sur ce spectacle ?» Et là, j'ai dû vraiment choisir qu'est-ce que je fais. Et j'ai choisi de faire le film de Béjart parce qu'il fallait prendre une caméra et sauter au studio et immédiatement commencer le tournage. Alors qu'une fiction, en général, c'est un scénario, une production, 3 ans de labeur acharné pour arriver éventuellement à faire 10 000 entrées entre Genève et Lausanne, quoi. Donc, voilà. Donc ce choix-là a beaucoup orienté aussi la suite de mon travail, puisque j'ai plus fait de fiction. Après, j'ai fait plus que du reportage et des documentaires. Donc voilà la raison pourquoi ces deux films se trouvent aujourd'hui ensemble, quoi. Merci Marcel. On reviendra évidemment sur ta carrière, sur la question de l'instinct aussi, puisque c'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure à demi-mot par rapport à savoir capter le hasard, qui me semble très important dans ton œuvre. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes après, évidemment, la projection des deux films. Donc on vous laisse en compagnie de un grand-père et Béjart, qui, sauf erreur, n'était pas grand-père. Mais enfin, je sais plus, remarquez. Peut-être que je me trompe, on ne sait jamais. Hein. Non, je confirme. Merci. Bonne projection et à tout à l'heure. Marcel Choupa. Comme convenu, nous voilà de retour pour parler à la fois, évidemment, des films qu'on a vus, mais aussi du livre et de toi, enfin, de ton histoire. Je vais commencer par une question, en fait, qui est que j'ai lu le livre, et donc je connais un certain nombre de choses que certains dans la salle ne savent pas, mais ce qui est assez curieux, on a commencé par des images en noir et blanc que tu as filmées de ton grand-père, et on finit par des images en noir et blanc qui sont aussi en noir et blanc et qui sont liés évidemment à celui qui s'appelle BIM, puisque c'est aussi le sujet, c'est vrai, c'est dans le titre de ce que tu as écrit sur le film, et ces images en noir et blanc, c'est aussi une histoire particulière pour arriver à les avoir, à les recevoir de la part du maître, puisqu'il était relativement réticent à te les donner au départ.
Oh, il était très très réticent, mais ouais. Il était réticent sur beaucoup de choses, faut bien dire. Mais non, mais là, je vois pas de rapport avec le premier film. Ah non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. C'est juste que, effectivement, moi, je voulais finir le film avec ces images-là, parce que j'avais lu dans les mémoires de Béjart, il a écrit 2 bouquins de mémoires, et j'avais lu, je sais plus. Dans un recoin de page qu'effectivement il y avait des images qui existaient de son enfance quand il était voilà, et j'étais curieux de les avoir, et comme ce film c'est un peu, enfin moi je le vois un peu comme le testament d'un créateur, quoi, et qui croit à une sorte de cycle, quoi. Il y a comme une sorte de cycle dans sa vie, et je voulais terminer par la lumière qui s'en va et la renaissance de l'enfant sur ces images. Voilà, c'est ça que j'aimais. Et on a eu un gros conflit avec lui parce que lui, il voulait finir avec ce que j'ai mis au début du film, c'est-à-dire le boléro. Lui, il me disait « Oui, mais Marcel, il faut mettre ça à la fin, comme ça vous êtes sûr que tout le monde va trouver formidable et puis que tout le monde va pouvoir applaudir. » Voilà, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Donc, finalement, il n'est pas venu à la première du film et je ne l'ai plus jamais revu après cette projection que j'ai faite avec lui, quand le film n'était pas encore tout à fait terminé, quoi, voilà. Mais pour revenir à... montrer que chaque film est une aventure. Est une aventure et une bataille, ouais. Mais justement, ce que tu viens de dire par rapport au fond, aux désaccords auxquels vous êtes confrontés, c'est aussi une question d'instinct. On en parlait tout à l'heure, je l'ai évoqué tout au début en présentant, et tu as l'air de dire oui, c'est quelque chose d'important. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça marque quelque part à la fois le film en lui, ce film-ci, mais aussi, au fond, tout ton travail. Oui, je pense, ouais. C'est-à-dire que je pense que Béjart était arrivé au moment où je l'ai filmé à un moment de sa vie où il n'avait pas besoin de se créer des scénarios dans sa tête pour savoir comment il allait faire les choses. Un jour, pendant le tournage, je lui demande alors vous avez un scénario d'ailleurs c'est dans le film, vous avez un scénario pour votre spectacle, et il me dit non. Regardez, j'ai écrit 3 mots sur une feuille de papier, puis il y a marqué La Rose, il y a marqué un titre de chanson et tout ça. Et en fait, il arrivait au studio, il avait ses danseurs avec lui, et puis il essayait de sentir le moment, et de trouver les gestes à faire sur le moment, justement. Ce qui est extrêmement difficile, enfin, moi qui le filmais avec mon regard, j'essayais de voir comment fonctionne un créateur, quoi. Et puis, c'est ça que je cherchais, c'est de trouver comment il fonctionnait. Il fonctionnait avec son ventre, d'ailleurs, dans le film, il le fait plusieurs fois comme ça. Il dit, c'est de là que ça vient. Et le problème entre la tête et le ventre, c'est quelque chose que on comprend tous ce que ça veut dire. Mon premier court-métrage, je peux dire que je ne l'ai pas fait avec la tête non plus, parce que j'étais tellement innocent en le faisant que je l'ai fait comme ça, d'instinct. Et alors, le film date de 50 ans, tandis que le film de Béjart date de 20 ans. Alors entre deux, j'ai essayé de penser à faire du cinéma. J'ai peut-être pensé de manière un peu trop intellectuelle, et en retrouvant Béjart, ça m'a ramené à cette idée que l'instinct et le ventre qui dictent ce que vous devez faire. C'est ça qui, pour moi, hein, je dis pas, chacun fait comme il veut, mais disons, pour moi, c'est ça qui me parle et qui m'a permis d'avancer, disons. Tes premiers longs métrages, même courts ou moyens, mais enfin, en tout cas tes premiers longs métrages sont des fictions. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui. Alors justement, comment le cinéaste, comment l'instinct s'accommode de la fiction, qui nécessite une écriture, qui nécessite peut-être un récit préalable. Et si pour parler de l'Allègement quand même, qui est un film important, Compétition à Locarno, c'est adapté d'un roman de Jean-Pierre Monnier. Donc voilà, comment tu t'accommodes de ces deux aspects au fond? On ne s'accommode pas. Disons, l'allègement, c'est le cas exactement contraire. Bon, il y a un scénario, et avec le chef opérateur, on avait dessiné, si vous imaginez, dessiné tous les plans du film avant de les tourner. Alors on arrivait au tournage et on essayait de refaire les plans qu'on avait dessinés, en gros. Jusqu'au moment dans le film, vers la moitié du tournage, où je me suis dit, mais on est complètement
On est complètement à côté parce qu'on a des comédiens et on essaie de les faire rentrer dans un cadre. Et au bout d'un moment, le film, j'ai jeté tous ces dessins et puis j'ai essayé de réagir à ce que je voyais, à ce qu'il y avait et aux comédiens. Et après cette expérience-là, effectivement, je me mettais à fond dans l'autre sens parce que mon deuxième long métrage qui s'appelle Happy End, c'était un film totalement improvisé avec 2 comédiens. Et alors avec tous les problèmes que ça pose aussi, et puis surtout l'inexpérience que j'avais. Donc maintenant je peux dire que, disons dans les films après que j'ai fait, puisque j'ai fait beaucoup de reportages aussi pour la télévision, c'est ça que j'ai aimé en travaillant à la télévision, c'est de rencontrer des vrais gens, de la vraie vie, et puis essayer de faire quelque chose avec eux sur le moment où ils sont disponibles pour nous, quoi. Parce qu'avec les comédiens, c'est pas la vraie vie, justement. Et je me suis rendu compte au long de mon travail, c'est que finalement les comédiens m'ont pas, humainement parlant, m'ont pas apporté autant que les gens de la vraie vie m'ont apporté, quoi. Des gens tout simples. C'est pas forcément des béjards, justement. Donc, parce qu'en effet, pour que les gens s'y retrouvent, il y a 3 longs métrages. Donc, à Pienne, tu as évoqué Les Agneaux, que tu as évoqué tout au début avec Richard Berry. Il y a B comme Béjart. Il y a La Liste de Carla aussi, autre film documentaire destiné aux salles et pas à la télévision. Et parallèlement, il y a peu à peu une énorme carrière avec la télévision, notamment la réalisation, on en parlait à terme, autour de 30 sujets de réalisation pour Temps Présent, ce qui est vraiment pas rien, puisque Temps Présent, c'est quand même le nec plus ultra du reportage à la télévision suisse romande. Mais est-ce que justement, il n'y a pas quelque part dans cette dimension de l'approche documentaire, y compris dans La Liste de Carla, et déjà, finalement, cet inattendu auquel tu te confrontes, auquel tu dois t'adapter en permanence. C'est-à-dire quelque part où c'est ton instinct de cinéaste qui doit dire « je dois filmer là, maintenant, je dois prendre ce risque, je dois faire ceci, faire cela, parce que sinon le film n'adviendra pas ». Tu n'as aucune... Au fond, quelque part, ta prise, c'est celle de décider, comme ça, avec ton ventre probablement, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, plutôt que de dire, oui, j'ai pensé qu'il fallait faire cette séquence et aujourd'hui, on va filmer cette séquence-là. Oui, mais c'est plus proche de la vie, c'est surtout ça. En fait, moi, je me rends compte que dans ce que j'ai fait, c'est que, effectivement, au départ, quand on commence, on essaie d'assurer son travail. Donc, on croit beaucoup à la technique, on croit beaucoup à plein... Oui, surtout à la technique. Je pense qu'on croit que le cinéma, c'est un travail très technique, justement. Or, pas du tout, c'est une question de relation avec les gens avec qui on travaille. Mais on se protège aussi au début. On débute, donc on se protège par plein de choses. On n'ose pas se montrer tel qu'on est. Enfin, c'est très compliqué d'expliquer à un comédien ce qu'on a envie, en fait. Des fois, on n'ose simplement pas le demander. Alors, c'est avec la vie et avec ce qu'on avance dans la vie qu'on arrive petit à petit à être plus proche d'être un peu plus soi-même, quoi. Et mon trajet, je pourrais dire que c'est ça. Donc aller vers le réel, aller vers la vie, aller vers le documentaire, c'était pour moi sortir de mon nombril, disons, que mon univers s'élargisse au reste du monde. Et il y a beaucoup d'expériences liées à Temps Présent et liées à ton travail à la télévision qui sont aussi racontées ici dans Instantané. Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que tu souhaiterais évoquer là maintenant, ou quelque chose qui n'est pas dans le livre, hein, parce que j'imagine que tu as dû faire un choix aussi en écrivant ces Instantanés. Non, mais disons l'aventure qui m'a marqué, qui est quand même qui a été importante pour moi, c'est l'histoire l'histoire d'une greffe du cœur. En fait, ce qui est complètement surprenant, c'est qu'on pourrait croire que ce documentaire que j'ai fait sur une greffe du cœur, où j'ai suivi un cœur, en fait. J'ai pas interrogé des gens qui étaient greffés du cœur, mais j'ai voulu suivre un cœur depuis le moment où il s'arrête dans la poitrine de quelqu'un, et on suit le cœur jusqu'au moment où il recommence à battre dans la poitrine de quelqu'un d'autre. Ça, c'était mon idée.
Sauf que j'avais un scénario de long métrage avant de faire ce documentaire qui racontait l'histoire d'une greffe du cœur. Et donc, c'est pas ce documentaire qui m'a amené à me pencher sur ce thème, mais tout est intimement imbriqué. C'est-à-dire, on peut essayer de raconter sa vie de manière très sérieuse, en disant, voilà, telle étape, j'ai passé par-ci, par ça, par là, mais tout ça est totalement mélangé, toujours. C'est seulement une fois qu'on est un peu extrait de ce parcours, comme je le suis maintenant, puisque j'ai décidé que je ne ferai plus de films, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut regarder et puis qu'on peut essayer de comprendre, en fait, ce qui nous est arrivé. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre aussi. C'est de comprendre tous les enjeux, toutes les imbrications. Et curieusement, il y a tellement de hasard dans ces histoires qui n'en sont pas, finalement, que la vie nous réserve des surprises. Enfin, je trouve que c'est incroyable, quoi. Sans vouloir déflorer le bouquin, peut-être dis-nous-en un tout petit peu plus sur ce documentaire, sur ce temps présent que tu as tourné sur la greffe, puisque tu as dit, voilà ton intention. Oui. Il y avait la fiction de l'autre côté qui était prévue, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une histoire un peu bizarre, c'est un peu de provocation, c'est-à-dire que à la TV, on doit faire chaque année, on doit remplir un formulaire pour dire quels sont vos objectifs pour l'année prochaine. Alors c'est des trucs totalement, enfin à mon point de vue, totalement ridicules, mais qui font partie des sociétés qui se veulent modernes. Alors voilà. Alors on fait ça, alors on remplissait. Alors je devais voir les producteurs de l'émission, puis leur dire quels sont mes objectifs et les définir avec eux pour l'année suivante. Alors j'ai dit mon objectif pour l'année suivante, c'est de faire le temps présent impossible à faire. C'était pour oui. Et donc, les producteurs m'ont regardé comme ça, m'ont dit « Ah oui, tu penses à quoi ?» Intéressant, tu penses à quoi ? Puis j'ai dit le truc impossible à faire, c'est justement filmer une greffe du cœur en suivant le cœur. Parce qu'il y a eu énormément de sujets sur ce thème-là, mais jamais je n'ai vu un sujet qui suit le cœur de l'arrêt de ses battements jusqu'au redémarrage. Parce que c'est impossible à programmer. Vous ne pouvez pas savoir quand ça va arriver, parce que quand un cœur est disponible, ça arrive et il faut partir. Et donc, la télévision fonctionne. Vous avez 3 semaines de préparation, 1 semaine de tournage, 3 semaines de montage, et puis voilà, puis c'est fixé à l'avance. Alors, donc j'ai proposé ça, et puis je leur ai proposé cette idée, et ils ont dit bon, d'accord, alors quand c'est que ça va se passer. Et puis j'ai dit je ne sais pas, et puis on a défini une date. Je connaissais un grand chirurgien du cœur à Lyon par une connaissance, donc j'ai été le voir, et il m'a dit il faut faire ça en plein été, parce que les autres centres de greffe en France sont fermés, alors s'il y a un organe disponible, il sera pour nous. Ok. Alors on a défini une semaine de tournage, parce que c'était censé être un film de 26 minutes. Et donc, on définit, c'était je crois autour du, je sais plus les dates exactes, mais autour du 15 août, quelque chose comme ça. Puis on avait 1 semaine de tournage là. Puis alors là, je me tourne vers les producteurs et je leur dis puis alors si pendant cette semaine-là, il ne se passe rien, on est d'accord, il n'y a pas de film. Puis là, ils me disent non, on ne peut pas t'envoyer avec une équipe à Lyon pendant 1 semaine ou 10 jours et à ne pas avoir de film à l'arrivée. Alors il y a eu un sérieux conflit, mais comme toujours sur les films, donc ça ne m'étonnait pas trop. Et puis finalement, j'ai obtenu 10 jours sur place pour le stand-by. Et puis, il se trouve qu'on est parti un matin de Genève, on est arrivé à Lyon en fin de matinée, on a été se présenter à l'hôpital, et puis le soir même, je reçois un appel sur mon portable, et on me dit « c'est pour ce soir ». Et on me dit en plus, c'est un truc qui arrive 1 fois par année, c'est une greffe en pédiatrie. Et vous partez à 2h du matin. Alors, imaginez-vous, on est arrivé le premier jour à Lyon, alors avec mon camarade Pierre-Alain, qui est encore dans la salle, qui était le caméraman sur ce reportage.
on va faire une bonne bouffe à Lyon le soir, et on rentre à l'hôtel à midi moins quart, et c'est là qu'on apprend qu'on doit partir la nuit à 2h pour aller filmer ces greffes. Alors on prépare notre matos, voilà, on part, on arrive à Marseille, on filme toute l'opération. Donc on rentre avec le chœur dans la voiture. Moi j'étais dans le haillon arrière de la Volvo, et puis j'avais le chœur à côté pendant tout le trajet. Bon, on arrive à Lyon, et donc on est parti un matin de Genève, on a tourné toute la nuit, le lendemain à Lyon pour l'implantation du chœur. On a fini, ça devait être 15h l'après-midi du lendemain. Voilà, donc le film Impossible était fait dans la boîte. Et on avait 10 jours de stand-by à Lyon après. Bon, donc, mais ça c'est la première partie de l'histoire. Et c'est une chance incroyable, extraordinaire. Et puis on a vécu ça, enfin Pierre-Alain peut nous en parler après aussi, mais c'est totalement surréaliste de voir un cœur s'arrêter et le voir repartir dans la poitrine de quelqu'un d'autre. Je peux vous dire que sur le plan émotionnel, c'est d'une force incroyable, quoi. Parce que même les gens qui font l'opération ne le voient jamais, eux. Vous voyez ? Parce qu'ils sont chacun à leur bout et ils ne voient pas le tout, quoi. Et bon, voilà. Donc, après, on a eu la chance que les parents étaient d'accord, finalement, qu'on fasse un film de ce qu'on avait filmé, puisqu'on n'avait pas pu, on ne savait pas qui c'était, on ne connaissait pas leur identité, donc on ne pouvait même pas leur demander leur autorisation avant de tourner. Donc c'était une histoire très particulière. Bon, alors cette histoire s'arrête, et 12 ans plus tard, la petite fille devenue grande, parce que c'était une petite fille qui avait reçu ce cœur, on envoie un mail à temps présent. Moi, je travaille déjà plus à la télévision à ce moment-là. Et puis, elle me retrouve et elle me dit j'aimerais bien voir le film, parce qu'à l'époque, mes parents n'ont pas osé me le montrer. Il faut dire que c'était assez sanglant comme images aussi. Et donc, elle ne l'avait jamais vu. Alors, je suis retourné à Lyon. J'ai retrouvé cette jeune fille qui avait 17 ans à l'époque. Et puis on a refait un film ensemble. Parce qu'elle avait envie de nous raconter un petit peu ce que c'est vraiment, pour de vrai, de vivre avec le cœur de quelqu'un d'autre. Ce qu'on ne raconte jamais, parce qu'on embellit beaucoup l'histoire, souvent, pour pousser évidemment les gens à être donneurs d'organes, quoi. La vie, c'est pas de la tarte quand on est greffé du cœur. Donc on refait ce nouveau film. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, en fait, pendant le film, cette jeune fille qui s'appelle Lorena, elle est au lycée, mais après elle termine son lycée. Et puis, elle me rappelle, après avoir réussi son bac, et elle me dit j'ai réfléchi, j'aimerais bien devenir monteuse. Et alors, je trouve ça assez extraordinaire. Vous voyez ce nombre de hasards qu'il a fallu, d'abord pour qu'on se rencontre, pour que l'histoire prenne corps, et qu'ensuite, en nous voyant la filmer la deuxième fois, ça lui donne l'idée de faire du cinéma, ça l'intéresse, tout ça. Alors j'ai trouvé un stage pour elle dans une boîte de production à Paris, et aujourd'hui elle est monteuse à Paris. Voilà. Donc ce genre d'histoire qu'on rencontre, évidemment, le cinéma, c'est assez loin finalement. C'est l'histoire de la vie est nettement plus forte que le cinéma. Et une fois que j'ai fini ce deuxième film avec elle, je me suis dit, là, j'ai l'impression que la boucle se boucle, si je peux dire, et que la boucle est bouclée pour moi, et que ça sera mon dernier film. Voilà. Merci pour la réponse, oui, mais... C'est une longue réponse, mais c'est difficile de faire court avec cette histoire, parce qu'il faut comprendre tout le truc, quoi. Et voilà. Alors, c'est des choses comme ça qu'on peut vivre. Alors, évidemment que c'est un des instantanés. Il y en a d'autres qui sont des fois beaucoup plus instantanés et aussi très très forts. Et toutes ces histoires, c'est comme je le disais au début, c'est ça qui fait qu'on est devenu ce qu'on est, quoi. Et ce qu'on n'est pas au début, quand on commence à faire des films. Mais justement, ce qui est très, très frappant en lisant le livre, en lisant les instantanés, c'est justement que chaque histoire, qu'elle soit longue ou courte, que finalement ce soit celle que tu viens de raconter ou comme toutes les autres, ce sont des histoires dont
Enfin, je veux dire qu'ils sont tous extraordinaires. Et on a l'impression quelque part que finalement, moi, à part ça, ça donne un peu envie de faire du cinéma. Parce que c'est vrai, on se dit finalement qu'on vit, tu entres en toi, en tant que cinéaste, finalement dans plein d'histoires différentes. Tu participes et tu influences aussi d'une certaine façon, indirectement ou directement, plein d'autres histoires. Alors, qui te forment, c'est ce que tu viens de dire, qui te constituent, mais aussi qui constituent quelque part ce réel que tu filmes. Oui, c'est ce que je disais, c'est que c'est un problème de relation. C'est relationnel le cinéma, donc forcément, j'imagine que les gens avec qui j'ai fait des films ont peut-être aussi vécu une expérience qui leur a aussi apporté quelque chose, je ne sais pas ça. Souvent, j'ai peu gardé de contact avec les gens que j'ai filmés dans les reportages de télévision, parce que je trouve que c'est des moments intenses où on rencontre les gens de manière brève, mais intense, mais disons, c'est un peu faussé, parce qu'on arrive quand même... C'est la télévision qui débarque avec une caméra et tout, et c'est pas juste une relation humaine normale. Donc peut-être des choses peuvent se poursuivre, comme c'est arrivé aussi, mais disons, je cherche pas à ce que ça existe forcément plus longtemps, quoi. Donc c'est des instantanés. Vous passe un peu la parole parce que j'imagine vous avez vu 2 films. À vous peut-être de poser l'une ou l'autre question. Il y a un micro qui circule. Je vous demande de poser les questions au micro parce que comme ça tout le monde vous entend bien derrière sans que vous ayez à hurler. D'autant qu'on n'a pas le droit d'hurler avec les masques. Voilà. Oui, et moi j'ai une voix très désagréable quand je hurle, donc je suis pour le micro. Bonjour Marcel. Moi j'ai envie de te poser une question parce que tu disais que c'était difficile de demander à des acteurs ce que tu voulais exactement. Et puis là, Béjart, on voit, il demande tout ce qu'il veut aux danseurs. Et bon, moi il se trouve que j'ai eu la chance de le voir aussi. Travailler comme ça, dans le même studio, sans caméra bien sûr. Et je voulais savoir ce que tu pensais justement par rapport à cette question de Maurice, qui était quand même quelqu'un vraiment de très impressionnant. On le voit un peu dans ton film. Je veux dire, quand il dit non, c'est non. Voilà. Est-ce que tu y as pensé, ou soit sur le moment, soit justement quand tu as réfléchi au rapport que toi tu avais avec les acteurs, alors que tous sont tellement facile à Béjart de demander qu'il ait exécuté. Je pense pas que c'était facile pour Béjart de demander ce qu'il demande dans le film. Moi, j'étais admiratif, parce qu'il faut savoir que c'est un grand timide, mais vraiment, dans la vie, en dehors de la scène et de la danse, il est terriblement timide. Par exemple, j'ai fait un interview de lui dans le film qui revient plusieurs fois dans le même cadre. C'est un interview que j'ai fait avec une petite caméra avant de faire le tournage, parce que j'avais besoin de parler avec lui plutôt pour financer le film que pour le mettre dans le film. Et il n'a jamais voulu refaire l'interview après qu'on avait la belle caméra, tout ça. Donc il a fallu utiliser ça. Il ne voulait pas le faire parce qu'il est trop timide pour ça. Donc ce que j'admirais chez lui, c'est qu'à partir du moment où il est dans sa passion, à ce moment-là, il ose être lui-même, il ose être directif, il ose être méchant, des fois odieux. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à obtenir ce qu'il obtient dans ses ballets. Donc moi, j'étais admiratif de ça, parce que j'ai aussi de la peine, probablement, d'abord à savoir ce que je veux, souvent, et puis d'autres fois, à essayer de dire juste, simplement, ce qu'on veut. Dans la vie, c'est pas si simple. Vous voyez comment vous parlez avec les gens. Avec chaque personne, on est différent, parce qu'on essaie de le capter, voilà, pour obtenir ci ou ça. Et de pouvoir être là, comme ça, et de dire, c'est ça que je veux, et ça, je ne le veux pas. Et de le dire clairement, sans avoir peur que l'autre se fâche, ou sans avoir peur d'être cassant. Je trouve ça... pour moi, c'est une vraie leçon de le suivre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ici, monsieur. Merci. Puisqu'on a vu le film de Béjart, j'aimerais qu'à partir du film de Béjart, tu nous dises 2 choses. L'une, c'est cette image que lui utilise du labyrinthe. Oui. Et quand je vois le film ou le revois,
il y a quelque chose qui me frappe, c'est la complexité du montage. Et je me suis demandé à quel moment ce qu'on voit a pris la forme que tu lui souhaitais et comment tu la découvres, cette forme. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est par rapport à ce que tu dis de diriger les acteurs. Je me suis dit en regardant ce film, comment il fait pour diriger le caméraman ? Oui. Bon, par rapport au labyrinthe et au montage, tu as raison. C'est un montage qui est venu pendant le travail du montage. Je n'avais pas d'a priori. Le film est tourné dans une certaine continuité, puisqu'on suit la progression du spectacle, des premières répétitions au studio, à une sorte de première version sans décor, jusqu'au spectacle à Lyon. Alors on aurait pu raconter l'histoire dans cet ordre-là, mais effectivement, en voyant Béjart au travail et en voyant sa manière instinctive de travailler, ça m'a incité à faire la même chose au niveau du montage, c'est-à-dire je me suis dit, je me fiche complètement de la chronologie, ce qui m'intéresse c'est de mettre des choses qui moins me créent des émotions ou qui moins me plaisent en tant que cinéaste. Et c'est ça qui m'a guidé dans ce montage, voilà. C'est plus compliqué que ça évidemment, mais disons pour simplifier, j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris avec lui, quoi, c'est-à-dire d'essayer d'écouter son ventre, voilà. Et puis pour le caméraman, alors là, c'est vrai que j'ai travaillé avec plusieurs caméramans différents, pas sur ce film, mais en général. Et ce qu'il faut, c'est avoir trouver des gens avec qui on a une sorte de connexion, quoi. Parce que si on demande un gros plan à quelqu'un, à un caméraman, puis qu'il vous fait un plan comme ça m'est arrivé. Pour moi, un gros plan, c'est comme ça. C'est aussi con que ça à dire, mais il faut trouver la personne avec qui on est d'abord en connivence. Il faut trouver une personne qui a la disponibilité et l'envie d'être toujours sur la brèche quand il arrive des choses qui ne sont pas prévues. Et ça, tout le monde n'est pas disposé à le faire. Il faut trouver des caméramans qui placent la vie avant la technique. Et ça, tous les caméramans ne sont pas prêts à le faire. J'en ai connu. Où finalement, ils veulent une belle image, absolument, quoi. Alors que dans le film que vous venez de voir, il y a des moments où c'est flou, il y a des moments où ça bouge, où on ne sait pas très bien où ça va. Par exemple, tout à la fin, il y a un immense plan séquence où on suit dans la nuit des choses... des fois c'est net, des fois c'est flou, enfin bref. On m'a dit, mais comment tu as pu laisser un plan comme ça au montage ? Et effectivement, je l'ai laissé parce que pour moi, il me provoque une grande émotion et je trouve qu'il est juste à ce moment-là du film. Mais il y a des caméramans qui m'en ont voulu souvent parce que j'ai laissé dans les films des choses qui n'étaient pas nettes ou qui n'étaient pas jolies techniquement, quoi. Mais si c'est vivant, si c'est juste psychologiquement, alors pour le spectateur, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai envie de travailler, quoi. Et pas justement illustrer des images qu'on a des dessins qu'on a fait du film au préalable, quoi. Il y a une question, madame, là-haut. Merci. Tu as beaucoup parlé de relations, de la différence un peu entre le cinéma et le documentaire. Mais est-ce que tu n'as pas eu une petite frustration avec Béjart quand même ? Parce qu'on a le sentiment que c'est très cadré. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose de l'homme, vraiment. On sait qui il est quand il dirige, quand il est chorégraphe, mais quelles sont ses peurs, qui il est ? Tu n'as pas eu une petite frustration ou ça a été négocié Non, frustration, j'ai pas. J'ai essayé une fois de filmer chez lui, par exemple, à la place de la Riponne, là. Et il m'a fixé rendez-vous. J'ai sonné avec l'équipe le jour-là. Et sa secrétaire a ouvert. Elle m'a dit, vous pouvez filmer tout ce que vous voulez, mais Maurice n'est pas là. Tu vois ? Alors j'ai dit, bon, je m'en vais.
Et au lieu de filmer, enfin, bref, j'ai aussi fait ma sale tête et puis ça a donné des résultats parce qu'après, il était tout gentil avec moi. Il m'a donné des choses. Mais c'est vrai que je voulais absolument pas faire un film biographique sur Béjart. Beaucoup m'ont reproché justement qu'il n'y a pas cet aspect-là dans le film, mais ça m'intéressait absolument pas. Moi, ce que je voulais voir, c'est un créateur au travail et puis essayer de comprendre des choses à travers ça, pour moi. Et puis je pense que ça donne aussi des... Ouais, ça crée aussi quelque chose pour le spectateur, parce que j'ai vu avec c'est quand même un des films que j'ai fait qui a eu le plus de succès. Bon, c'est évidemment à cause du nom de Béjart, on va pas non plus le cacher, mais malgré tout, c'est un film différent des autres films qui ont été faits sur lui, je trouve, qui est... Alors peut-être qu'on ne dit pas beaucoup de choses verbalement, mais je pense qu'on va peut-être plus profond dans sa manière de travailler que si je l'avais interviewé. Parce qu'en interview, il ne m'aurait pas dit grand-chose de plus que ce que j'ai eu dans le film jusque-là. Je ne crois pas. D'autres questions? Oui, attendez, peut-être madame, et puis après madame. Restons-en là, puis après on passera le micro de l'autre côté. Une question, oui, sur un détail, parce qu'on parlait du fait que tu n'as pas montré la vie privée, mais quand il regarde Jorge Don, il pleure, ou bien j'ai mal regardé, il y a des larmes. Oui, ça lui arrive de pleurer souvent. Non, mais là, c'était fort comme moment. Ouais. Écoute, je vois quel... Je vois à quel moment. Est-ce que tu es sûr que c'est quand il regarde l'image de Jorge Don, ou bien c'est le montage qui lui fait regarder ça, je crois plutôt. Je sais pas, c'est dans le... Oui, oui. Non, je crois que c'est un truc, c'est plutôt du montage. C'est pas je crois pas qu'il est en train de regarder ça à ce moment-là. Ah, ok. C'est moi qui l'ai monté comme ça, si je me souviens bien. Mais ça fonctionne bien, alors d'accord. Tu vois, voilà. Menteur. Non, mais bon, alors Très bien. c'est pas parce que c'est du documentaire que c'est pas de la manipulation absolue. Hein. Tout ce qui est film, c'est de la manipulation de toute façon, puisqu'on tourne 50 heures, on en montre 1h30. Alors si c'est pas de la manipulation, je sais pas ce que c'est. Madame? J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur Murmure, en fait, quand vous avez parlé du fait qu'il s'était retrouvé sur la télévision allemande. J'aurais voulu savoir si avant ça, il y avait eu un parcours dans les festivals, comment ça s'est passé. Puis si vous pouviez aussi revenir un tout petit peu sur votre intention, ça, c'est assez intriguant pour moi. Le film est intriguant? Le film est intriguant, oui. D'accord, ouais. Le film est intriguant et son succès, vous évoquiez le fait que c'est un film qui a eu un grand succès par rapport aux moyens de base. Oui, par rapport aux moyens de base, ne rêvons pas. Comment est-ce qu'il a pu se retrouver à la télévision? Alors, est-ce qu'il y avait des concours de cinéma amateur successifs qui l'ont mené là, ou ce genre de parcours, ou pas du tout? Non, simplement, je l'ai montré au Festival de Soleure, aux Journées du cinéma suisse de Soleure. C'est là qu'il a été remarqué, en fait. C'est là qu'un producteur, Freddy Landry, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, a remarqué ce film, il lui a plu. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à Soleure, en fait? Ben, vous savez, c'était une époque où c'était tellement plus facile. Parce qu'il n'y avait rien qui existait. Quand vous faisiez un court-métrage dans votre petit coin, vous étiez... Soleure, ça durait 2 jours au début, ça durait un week-end, et tous les films étaient sélectionnés, il n'y avait pas de sélection. Vous faisiez n'importe quel film, vous passiez à Soleure. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dure 1 semaine, il y a des centaines de films, et puis il y a une sélection très dure et tout. Donc, oui, c'était une grande époque des pionniers, quoi. Il faut imaginer que Tanner venait de faire son premier film à cette époque-là. Sous Terre en avait fait déjà 3, mais des films complètement fauchés. Vous n'étiez pas du tout dans le cercle des cinéastes amateurs en particulier? Ah, non. D'accord. Non, mais... Bon, alors après, il a passé à Soleure, puis c'est là que ça a démarré pour le film. Mais un truc... Encore une chose qui est sûrement jamais arrivée à personne, mais mon film, il dure 15 minutes, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Alors, cette émission de la ZDF, la deuxième chaîne allemande, ils avaient une émission qui s'appelait, est-ce que tu te rappelles? Das kleine Fernsehspiel. Voilà, Kleine Fernsehspiel. Ça dure 22 minutes. Et donc, ils m'ont dit, on vous achète le film, mais vous allez le rallonger
22 minutes. Donc, c'était 20 000 marks à l'époque. Pour moi, c'était une fortune. Et donc, je suis retourné chez mes grands-parents. J'ai fait 3 ou 4 séquences supplémentaires que j'ai remontées dans le film. Ce film n'a passé qu'une fois à la ZDF, il n'existe pas autrement. Et je voudrais sûrement plus le revoir, parce que c'est pas celui... Voilà. Donc, c'est encore une histoire étrange, mais... Et avec cet argent-là, j'ai pu faire un deuxième court-métrage, où j'ai là carrément tout perdu. Comme quoi. Et qui est aussi passé à Solo. Oui, bien sûr. C'était la grande époque. Est-ce qu'il y a encore une question? Mais moi, oui. Si c'est sur Murmure, moi ça m'a. Ah, d'accord, ouais. Oui, justement, j'ai peut-être pas bien écouté. Tu as dit que c'était un film qui avait très peu de moyens, mais le fait qu'il ne soit pas sonorisé, qu'il ait son dialogue, que tu as mis de la musique, est-ce que c'était déjà une idée de départ, ou c'est par peu de moyens que tu as décidé de faire comme ça? C'était une volonté de départ, oui. Et puis, bon, faut voir, à l'époque, il y avait une caméra qui s'appelait la Payard Bolex. C'est une caméra à ressort, donc il fallait la remonter, qui faisait du bruit. Donc faire une prise de son directe en même temps avec cette caméra, c'était, disons, pas possible, disons comme ça. Et puis on devait remonter la caméra, on pouvait faire des plans de 25 secondes maximum. Donc faire des séquences de vie parlées dans ces conditions, j'y ai même pas pensé, quoi. Donc pour moi, c'était faire des images avec mon grand-père, ma grand-mère et ma tante, quoi. Et puis d'essayer de montrer leur univers, d'essayer de capter, de ne pas faire un film de famille, disons. C'est un film à propos d'une famille, mais ça ne me semble pas être un film de famille. Enfin, ça m'intéresse, 50 ans après, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé dans la salle. Je peux dire ce que j'en ai pensé? Oui, bah oui. Oui, écoute, moi, justement, je suis confronté à beaucoup de films de famille, beaucoup de jeunes réalisateurs qui se disent, voilà, je fais un documentaire, je filme mes grands-parents. Ben, je peux te dire que c'est pas du tout un film de famille, en tout cas, par rapport à ceux que je vois actuellement de jeunes réals. Et pour moi, c'est presque un film qui est sociologique, ethnographique. C'est une famille de la fin des années 60, début des années 70, dans son cadre de vie, une famille suisse, etc., avec peut-être une enfant qui est handicapée mentale. Voilà, pour moi, c'est pas du tout un film de famille. Je le trouve très très beau. Voilà. Merci. Mais je pense qu'on a rarement vu des films de famille qui s'appellent Murmure. Donc, dès que ça commence, on est entraîné à regarder autrement si on pouvait s'attendre à ce que ça puisse être un film de famille. À partir de là, la deuxième chose qui va déjouer le spectateur, l'entraîner à se dire « mince alors, c'est pas un film de famille, c'est quoi, de l'expérimental ou je sais pas quoi », qu'est-ce qu'il a pensé le grand-père de l'image qu'on donne de lui quand il apparaît comme un fantôme. Donc on est effectivement dans quelque chose qui peut pas se rabattre, même si on le voulait dans une espèce de, de catalogage général, parce qu'il y a une famille sans rien. Non, évidemment, c'est très clair qu'on se dit quel est le filet, quels sont les films américains d'avant-garde que ce jeune cinéaste avait vus avant de faire ces images-là. Tu fais allusion au New American Cinema, c'est ça? Ah ouais. Effectivement, j'étais fanatique à l'époque. D'autres remarques ou commentaires sur Murmure? Quelqu'un veut se lancer? Bon, écoutez, je vous propose peut-être de continuer éventuellement à converser avec lui. J'aimerais vous rappeler que
Instantané est en vente en haut. Dès que Bernard Campiche, que je remercie d'être venu, retournera à sa table, et que Marcel aussi, et ils seront là-haut pour pouvoir dialoguer avec vous. Je vous prie de sortir sans trop vous serrer, c'est les règles, par cette porte-là, et de remonter dans le hall par l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, et on peut applaudir en effet. Merci d'être venu. Merci de nous avoir rejoints. Merci.